Bonjour tout le monde, c'est une vidéo qui fait suite à celle que j'ai fait récemment sur le psoas, parce que vous avez été nombreux à réagir à cette vidéo et à me dire merci, j'ai mal au dos depuis très longtemps, j'ai mal au ventre depuis très longtemps et j'ai une hernie discale et j'ai un lumbago et j'ai une sciatique et donc effectivement est-ce que ça pourrait être dû au psoas? La réponse est oui. La réponse est résolument oui. En ce qui concerne vos maux de dos, vous savez que je vous ai souvent, surtout les douleurs lombaires, hein, je parle dans la partie bas du dos, je vous ai dit que c'était à 95% voire plus lié aux intestins et au psoas, donc vous l'avez bien compris. Et vous êtes nombreux à me dire derrière, mais moi j'ai tel problème, qu'est-ce que je pourrais faire? Je suis sous médicaments, sous traitement chimique depuis des années, j'ai des problèmes au psoas et donc je prends des traitements chimiques. J'ai des problèmes à l'estomac, etc. Donc vous me demandez des tas de trucs, donc vous savez que je ne peux pas vous répondre en écrit comme ça directement sur YouTube, parce que si je vous donne des noms de médicaments, des noms de remèdes, je vais me faire tomber dessus, c'est tout à fait normal, ça ne se fait pas. Donc je vous ai dit, contactez-moi en privé pour ce genre de questions, je vous aiguillerai vers des thérapeutes en France, ou éventuellement je pourrais vous donner des remèdes ou des solutions, si j'en ai bien sûr. Et donc cette capsule aujourd'hui va vous parler un peu des types d'infections intestinales que l'on va retrouver en boucle, on va dire, toujours de plus en plus, et en général ce sont toujours les mêmes qu'on trouve notamment en homéopathie. Alors évidemment, moi je m'adresse à un public qui se soigne avec l'homéopathie, qui ne remet pas en question ce type de médicament, si on peut appeler ça un médicament. Donc ceux qui considèrent que c'est du placebo ou du charlatan, ou de la charlatanerie, c'est pas la peine de regarder mes vidéos, vous allez perdre votre temps, et puis ça vous évitera aussi de poster un commentaire débile, haineux et négatif dont je n'ai vraiment que faire. Hein. Sachez que toutes les personnes qui utilisent les mots charlatan, escroc, gourou, sale con ou fils de pute sont immédiatement bannis de ma chaîne, je ne lis même pas la suite de votre post, sachez-le. Voilà. Les commentaires négatifs aussi, c'est soit vous venez, et même si vous ne me croyez pas, vous n'êtes pas d'accord, soit vous venez en posant des questions sincères pour essayer de comprendre ma démarche, et à ce moment-là je vous réponds, et vous êtes les bienvenus même sur les Discord pour discuter, et pour qu'éventuellement je vous réponde. Mais si c'est uniquement pour m'insulter, c'est le blocage et bannissement systématique. Voilà, je le dis, je ne perds plus mon temps en discussion, ni quoi que ce soit. Voilà. Donc, pour revenir aux germes, d'abord, il faut bien comprendre qu'effectivement, les germes intestinaux sont responsables non pas seulement de problèmes de transit intestinal ou de problèmes de douleurs gastriques ou de douleurs abdominales ou dorsales, vous l'avez compris, mais se reportent, et vous allez voir, sur d'autres symptômes qui peuvent être nombreux, variés et inattendus. Pourquoi? Alors la médecine occidentale ne vous répondra pas à cette question. La médecine chinoise peut y répondre. Ah, alors par quel biais? Eh bien, je vais vous le démontrer tout simplement, de manière assez simple en fait. Il s'agit tout simplement d'aller vous renseigner sur les méridiens de médecine chinoise. Alors vous savez que les méridiens sont, on appelle ça un méridien, on peut appeler ça un canal, ce sont des canaux énergétiques qui traversent notre corps et qui passent par certaines zones, hein, avec des gares. Sur chacun de ces canaux, il y a des gares qu'on appelle des points de méridien, des points d'acupuncture si vous préférez. Hein. Ce sont ces points d'acupuncture que les praticiens en médecine chinoise vont aller vider, stimuler, soit avec une aiguille, soit avec le doigt, avec ce qu'on appelle l'acupressure, ou avec un autre moyen, ça peut être un petit marteau de prunier. Bon, il y a des tas de techniques en fait, mais ce qu'on fait en médecine chinoise, en fait, c'est qu'on libère les gares des stases d'énergie, ou alors on stimule certains points qui sont des points de croisement et qui vont aller envoyer de l'énergie de l'organe concerné, car chaque organe de votre corps a un système de circuit de ces fameux canaux. Chaque organe de votre organisme a des canaux énergétiques qui vont aller alimenter les autres organes et des parties de votre corps. Et c'est ce qui est intéressant en médecine chinoise, c'est pour ça que des problèmes intestinaux peuvent créer des problèmes dentaires, et oui, des problèmes rénaux également, les germes rénaux peuvent créer des problèmes cardiaques,
Ça, c'est une des rares choses qu'a reconnu la science occidentale, la médecine occidentale. Sachez que toutes les personnes qui se font transplanter du cœur se font enlever les dents. Alors vous allez me dire, mais pourquoi? Eh bien, ils se sont rendus compte, et je parle de la médecine occidentale, que les dents étaient porteuses souvent de streptocoques, et qu'ils avaient peur, ils ont peur que les streptocoques dentaires se reportent lors d'une greffe de cœur sur le cœur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en médecine chinoise, le rythme cardiaque et l'énergie cardiaque est alimenté par les reins, et que les reins sont également, l'énergie du rein est également l'énergie qui gère les dents, et que le streptocoque est un germe rénal, et non pas dentaire. Donc quand on a un streptocoque sur les reins, en médecine chinoise, il peut se reporter ou sur les dents, ou sur le cœur. Ce que ne savent pas les médecins occidentaux. Donc qu'est-ce que eux font? Au lieu de faire un nettoyage rénal bactérien de tout streptocoque éventuellement rénal, ils vous enlèvent les dents. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Donc, comprenez bien que pour un médecin en médecine chinoise, un praticien en médecine chinoise, on ne va pas dire un médecin, on n'a pas le droit en France. Vous savez que la France est un pays totalement soumis au diktat des labos, et on n'a pas le droit d'utiliser le terme médecin pour autre que les médecins qui ont fait le cursus médical reconnu et accepté, si je puis dire. Pour quelqu'un qui pratique la médecine chinoise, un médecin occidental est quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose au fonctionnement du corps humain. Il connaît bien la physiologie, il connaît bien les noms et tous les noms savants de chaque molécule, de chaque partie du corps, mais il ne fait pas les relations entre les parties du corps. Ce que le médecin traditionnel chinois, lui, fait. Hein, il n'a pas besoin de connaître les noms savants de chaque molécule et de chaque atome, j'ai envie de dire. Il connaît les connexions et les ramifications entre les organes, et ce qui est très intéressant. Et c'est pour ça que c'est une médecine holistique, c'est-à-dire qu'il prend dans son ensemble le fonctionnement de l'être humain, et non pas seulement la toute petite partie que va aller ausculter le médecin occidental avec ses jumelles et avec son microscope électronique. Ça ne fonctionne pas comme ça, le corps humain. Quand vous avez une partie du corps qui est affectée, c'est parce qu'il y a d'autres parties en amont qui ne fonctionnent pas. Nous sommes un tout. Alors, je suis désolé, je ne veux pas prendre les médecins occidentaux de haut, juste je les appelle à s'ouvrir davantage aux autres enseignements et aux médecines ancestrales qui ont plus de deux millénaires. Vous voyez. Je vais revenir à mes moutons et je reviens sur les germes. Alors, le germe qu'on rencontre le plus souvent actuellement et qui fait 20 millions de nouveaux cas chaque année, nous dit-on, et ça c'était en 2003. Aujourd'hui, je pense, alors j'ai pas de chiffre officiel, mais je pense que c'est au moins 10 fois ça. Alors vous allez me dire, c'est pas possible, 200 millions de personnes chaque année touchées par ce germe. C'est un constat. C'est un constat de mes formateurs en médecine et homéopathie qui m'ont dit qu'ils rencontraient quasiment plus que ça maintenant en niveau patient. C'est des gens qui donc sont touchés par ce germe qu'on appelle la paratyphoïde B, qui est un dérivé de la typhoïde ou de la fièvre typhoïde, renseignez-vous. Alors je vais vous donner quelques petits renseignements si vous voulez. Ce sont des infections bactériennes, donc vous l'aurez compris, qu'on trouve souvent dans les zones tropicales. Donc vous savez, moi je suis sur le continent africain, et c'est un germe qui est extrêmement fréquent, pour ne pas dire récurrent. Et donc c'est un germe qui est responsable bien entendu de troubles du transit intestinal, de douleurs intestinales, qui peut, et souvent c'est le cas, créer des fièvres qui s'apparentent à la grippe. Alors je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est ce qui me semblait. C'est une... Pardon, excusez-moi, je ne sais pas ce qu'il y a, j'ai mon écran qui est bloqué. Voilà, excusez-moi. Donc, c'est un germe donc, qui s'apparente au niveau des symptômes, s'apparente à la grippe, à la méningite, à l'infection pulmonaire, à l'angine, qui donne des troubles ORL, vous l'avez compris, et des troubles qui ressemblent à des troubles viraux, et qui peut aussi s'apparenter à une appendicite, car ça peut aussi donner des douleurs gastriques. Alors, certainement, si vous allez voir votre docteur en disant « Docteur, j'ai une angine, j'ai la crève, j'ai la fièvre, je ne me sens pas bien, on va vous donner quoi? Des antibiotiques. Si ce n'est pas un antibiotique qui ratisse large au niveau des germes intestinaux, ça ne va pas changer grand-chose, parce que c'est le germe intestinal de la paratyphoïde B qui est responsable de votre angine, de votre grippe. Comprenez bien ce que je vous dis.
Hein, ça m'arrive souvent, hein, ça m'est arrivé très souvent ces 6 dernières années. Donc, comme je vous l'ai dit, sur le continent africain, c'est récurrent. Hein, j'en ai eu au moins une quarantaine. Hein, une quarantaine de fois attaqué par ce germe. Hein. Ah oui, non, c'est une saloperie. Aujourd'hui, en Occident, en France notamment, on le retrouve de plus en plus. Pourquoi? Alors, pourquoi? C'est une question posée. Il semblerait que ce soit lié à l'abattage halal pour une certaine partie. Pourquoi? Parce que dans l'abattage halal, les vaches, les bœufs, quand on abat, vous savez, sont égorgés la tête en bas, ce qui veut dire que tout ce qui était dans l'estomac, donc dans le système digestif, semble être régurgité, parce que la bête ne meurt pas tout de suite, elle régurgite, elle avale, et ça repasse dans le système sanguin, et donc on avale ça. On avale les germes qu'il y a dans le système digestif du bœuf quand on égorge. Ouais. Donc on a des germes, on a les germes des bœufs qui ne devraient pas être présents quand on les mange. Deuxièmement, l'apport de... Alors j'ai fait un petit topo sur les crevettes sur ma page Facebook, Jim Leveilleur. Allez la voir, je vais vous faire vite fait. Les crevettes aujourd'hui, on d'abord primo... N'achetez plus de crevettes bio et tout ça, c'est de la supercherie. On met des pesticides, on met des produits chimiques. Hein. Et on passe les crevettes aujourd'hui à un produit qui est un produit chimique aussi, pour qu'elles aient une belle couleur bien orange, uniforme, etc. Sachez que ça n'existe pas, que toutes les crevettes qui ont cette gueule-là sont des crevettes qui sont passées aux produits chimiques. Ça, c'est une chose. Mais en amont, sachez que les crevettes d'élevage, c'est charognard une crevette. Ça mange que des chairs putréfiées, hein, ça mange des cadavres. Et dans certains pays exportateurs asiatiques, chez qui on achète souvent nos crevettes, Carrefour, les grandes surfaces achètent les crevettes chez ces gens-là, on les élève dans des endroits où on leur met à peu près n'importe quoi à bouffer. Vous avez bien compris ma démarche, et on y a retrouvé du lisier de porc. Hein, vous savez ce que c'est que le lisier, si vous ne savez pas, faites une recherche. Donc on y retrouve bien entendu des matières fécales et j'en passe. Et donc une bestiole qui se nourrit de matières fécales putréfiées, vous vous doutez bien que derrière, quand vous allez les manger, même si c'est délicieux, une crevette, c'est source d'emmerdement, et source d'emmerdement intestinal. Alors, il n'y a pas que la paratyphoïde B que vous allez retrouver dans la crevette. Je vais continuer, mais la paratyphoïde B, elle est de plus en plus présente, et elle crée tout un tas de troubles que je viens de citer. Et bien entendu, si vous ne faites pas un examen de sel complet avec recherche de la paratyphoïde B, il serait très difficile à votre médecin traitant de soigner votre angine, votre grippe ou autre maux de tête ou autre problème qui peut se reporter aussi ailleurs. Voilà, j'espère que vous avez bien compris l'importance maintenant d'avoir un thérapeute qui sache faire un diagnostic, soit au pouls, soit qui finalement vous fait faire les bonnes recherches. Hein? Vous comprenez maintenant l'importance de savoir faire un diagnostic? Vous comprenez pourquoi la médecine vous donne des antibiotiques à large spectre? Parce qu'ils ne savent pas, ils ne savent plus. Il y a tellement de germes qui nous inondent, qu'ils ne savent plus. Ils ont l'impression que les germes sont de plus en plus résistants, ce qui d'abord est un fait, mais deuxièmement, surtout, c'est qu'ils ne savent pas de quoi vient cette angine, cette grippe, ils ne savent pas. En fait, ce n'est pas une grippe ni une angine, ce sont des germes intestinaux. Je vais continuer, il n'y a pas que la paratyphoïde B, d'accord? Alors, passons sur la paratyphoïde B. Nous avons un autre germe. Alors, en homéopathie, la paratyphoïde B, ça s'appelle paratyphoïde B. Mais je ne vous conseille pas d'aller acheter comme ça des doses de paratyphoïde B ou d'en prendre en 5CH. C'est absolument pas comme ça qu'il faut procéder. Il faut voir des professionnels. Hein. Vous me demandez en privé, je vous aiguillerai vers des personnes adéquates. Deuxièmement, il y a des germes. Alors, en homéopathie, on appelle le remède de ce deuxième germe l'hébertinum. L'hébertinum, en fait, est obtenu à partir de l'ISA, de culture de Salmonelle typhi. Hein, donc c'est une salmonelle, vous l'avez pigé. Et donc, c'est un bacille qui est responsable de la typhoïde. Donc vous allez me dire, c'est très très proche de l'apparatif. C'est très proche de l'apparatif, mais pas tout à fait. L'hébertinum va plutôt aller taper sur les germes intestinaux qui, eux, par contre, créent des troubles dermatologiques. Alors, vous me demandez souvent qu'est-ce qu'on peut faire contre les eczémas, les psoriasis. Voilà une des sources possibles et probables, mais pas systématiques, du psoriasis, de l'eczéma, et j'en passe, et des maladies de peau.
Hein. Voilà. Donc souvent vous nous demandez que faire contre ces maladies qui sont un cauchemar pour la médecine chinoise, je vous le dis, et pour tout le monde d'ailleurs, c'est très difficile à éradiquer. Voilà une source possible de votre problème. Encore une fois, un germe intestinal responsable d'un trouble qui n'a rien à voir avec les intestins, on parle de la peau. Sachez que la peau est gérée en médecine chinoise par l'énergie du poumon. Le poumon qui est relié, et dont l'organe atelier est l'intestin, le gros intestin. D'accord ? Donc quand vous avez un gros intestin qui est miasmé par une typhoïde et donc un débertinome, fatalement, si ce gros intestin est miasmé et a du mal à évacuer ses toxines, se reporte sur les poumons. Et qu'est-ce qui se passe ? Le poumon évacue par la peau. Voilà pourquoi vous avez des dermatoses et j'en passe, à cause des intestins à la base. Très important de soigner ces intestins. Comprenez bien les ramifications qui existent entre les organes et les émonctoires, c'est-à-dire les portes d'évacuation de toxines que sont la peau, le cuir chevelu et j'en passe. Hein. Il y a les émonctoires, le rectum, etc. Donc, comprenez, maintenant, quand vous me dites « mais comment peut-on se débarrasser d'un psoriasis ?» Il faut d'abord aller faire un diagnostic en amont et voir ce qui se passe. En dessous, qu'y a-t-il sur les poumons ? Y a-t-il une souche de tuberculinum, des traces de tuberculose ? Y a-t-il un pneumocoque ? Y a-t-il au contraire encore en amont des poumons quelque chose dans le gros intestin ? Très souvent, c'est la cause. Les traitements sont longs et si vous rentrez là-dedans, en 2-3 mois, vous pouvez avoir des résultats probants, si c'est la cause. Et donc l'importance du diagnostic. L'hébertinome est également le germe qui est en médecine chinoise et en homéopathie responsable de la maladie de Crohn. Attention, je continue. Alors nous avons le fameux colibacille, hein, le colibacille qu'on appelle c'est la bactérie le Escherichia coli, mais on appelle aussi le colibacille. Alors c'est vous le savez, c'est une bactérie qu'on dit symbiotique, c'est-à-dire qu'elle est présente dans votre organisme de manière naturelle, elle fait partie de votre biote intestinale, cette colibacille, mais elle peut, alors pour X raisons, se développer en surnombre et devenir ce qu'on appelle pathogène, et dans ces cas-là c'est un problème, parce qu'il faut lui demander de se calmer, et non pas, il ne faut pas l'éradiquer, parce qu'elle fait partie de votre biote intestinale. Alors quand vous prenez des antibiotiques, c'est ce que vous faites, vous allez flinguer le biote intestinal, vous dites stop. Sauf qu'on fait ça à coup de Karcher, voire à coup de bombe atomique, ce qui n'est pas spécialement bon pour vos intestins. Parce qu'après, derrière, il faut prendre tout un tas d'ultra-levure, de probiotiques pour refaire la flore, c'est la merde. Alors qu'en homéopathie, si on donne du colibacillinum, qui est la dose homéopathique du colibacille, on va calmer la surprocréation de colibacille. Parce que l'homéopathie, je répète, est une information que l'on donne à votre système immunitaire en disant attention, il y a ça, il y a ça, il y a trop de ça, il y a ci, il y a ça. Quand le système immunitaire a cette information, il va de lui-même calmer les choses. Pas besoin de prendre des produits chimiques. Bon. Donc il peut devenir pathogène et dans ces cas-là, il serait à l'origine de nombreuses affections recouvrant de nombreux domaines, nous dit-on. Et oui, parce qu'il provoque des troubles gastro-entérologiques et des affections urinaires. Souvent, vous me dites, j'ai des problèmes urinaires, j'ai des cystites à répétition. Les cystites à répétition peuvent être provoquées par des streptocoques ou des staphylos qui sont sur le rein, mais aussi par les colibacilles, les entérocoques, je vais y venir, qui sont sur les intestins. Comprenez l'importance, encore une fois, du diagnostic, parce que la précision du diagnostic va vous permettre de cibler directement sur le responsable de vos cystites et de vos problèmes urinaires, et va vous éviter d'aller prendre des produits chimiques, qui va ensuite impacter votre foie. Je vais y venir plus tard, parce que le foie est le premier filtre tampon de toute attaque chimique toxique, hein, que ce soit des drogues et des médicaments ou des produits toxiques. Donc dès que vous prenez des médicaments, vous impactez votre foie. Le foie qui envoie son énergie à tout votre système musculaire, y compris le psoas. Si vous avez un foie impacté, votre psoas ne peut pas se vider correctement et faire son travail correctement. Il n'a pas l'énergie qu'il faut. Si vous avez des germes intestinaux, toutes les saloperies de vos intestins se reportent sur le psoas. Si en plus vous avez le rein qui est touché par un strepto ou un staphylo, idem. Si vous avez une cystite, toutes les toxines de la vessie vont aussi se reporter sur le psoas. Et vous vous retrouvez avec un lumbago, une sciatique, un problème dorsal lombaire, et vous vous retrouvez dans un cas où on peut
si on tombe sur un médecin qui ne comprend rien à ce que je suis en train de vous dire, qui peut vous faire des examens, des IRM, des trucs dont vous n'avez pas besoin en fait en réalité, et qui peut même vous faire enlever des organes et des choses qui vous sont utiles de manière, comme par exemple votre utérus ou votre prostate, parce que la prostate, si elle s'inflamme, c'est parce qu'en amont, dans la vessie, dans les reins, dans les intestins, il y a des germes. Vous comprenez bien ce que je vous dis? Je continue. L'entérocoque. Alors l'entérocoque, idem, hein, donc les entérococcines en fait sont des germes intestinaux naturels aussi, qui font partie de votre biote intestinale et qui, pareil, quand elles prolifèrent trop. Alors la souche de l'entérocoque en fait c'est le Streptococcus faecalis, vous l'avez compris, donc c'est un streptocoque qui se balade dans les matières fécales. Et il est utilisé dans les infections digestives chroniques et les diarrhées aiguës. Hein, et l'entérocoque est responsable aussi de nombreuses affections urinaires. Ça peut être aussi des fièvres, bien entendu, tout ceci provoque des réactions immunitaires qui vont vous donner de la fièvre, qui vont vous donner comme un état grippal ou viral. Hein. Donc, encore une fois, l'importance du diagnostic. Je ne peux pas insister trop sur le diagnostic, c'est ce qu'il y a de plus important. Si vous me demandez des thérapeutes ou si vous voulez aller voir des thérapeutes, insistez bien sur le fait que cette personne sache faire des diagnostics. Au pouls, au pendule, à ce qu'il veut, mais qu'il soit très bon en diagnostic, car un médecin qui est très bon en diagnostic, quel qu'il soit et quelle que soit sa spécialité, va à 99% trouver la cause et donc le remède. Voilà, en ce qui concerne l'entérocoque, donc encore un germe intestinal. Ensuite, on a... je continue. Ensuite, on a le protéus. Le protéus qui est également une bactérie, hein, que l'on va aussi retrouver dans le tube digestif, hein, qui est de la famille des Enterobacteriaceae. Et donc, alors il y en a plusieurs, il y a le Proteus vulgaris, mirabilis et je ne me rappelle plus lequel, le troisième, Peneri, je crois, ou Providentia, je ne sais plus. Donc idem hein, pour le Proteus, c'est un germe intestinal qui va aussi provoquer des angines, provoquer exactement le même genre de cause. Hein, et le Proteus peut toucher à peu près toutes les sphères et de nombreux domaines. On peut croire qu'on a une infection telle, en fait en réalité c'est le Proteus. Et pour savoir si c'est ce germe, ou l'entérocoque, ou l'apparatif, ou l'hébertinum, ou le colibacille, eh ben, il faut faire un diagnostic. Nous, on apprend à les faire ici, au pouls, et il y a des personnes qui développent des petits appareils électromagnétiques qui leur permettent de prendre les pouls et d'avoir une réponse électromagnétique, donc apparemment plus fiable peut-être que la prise de pouls comme ça, manuelle et intuitive. Il y a des thérapeutes qui utilisent des appareils électromagnétiques pour tester les pouls et pour avoir une réponse, pour avoir un diagnostic précis. Alors après, la question, c'est de savoir comment les pouls peuvent vous donner ces indications. Ça mériterait une capsule entière et ça mériterait, j'allais dire même, des conférences dans toute la France pour comprendre comment les pouls d'une personne peuvent vous indiquer quel est le germe responsable de vos problèmes. Évidemment, on en parlera. Hein. Et enfin, pour toutes les personnes qui me disent, et vous êtes nombreuses, j'ai des problèmes d'estomac, ou je connais quelqu'un qui a des problèmes d'estomac, qui est sous traitement chimique depuis des années, alors sachez qu'à chaque fois que vous êtes sous traitement chimique, vous impactez votre foie, je l'ai déjà dit. Sachez que les germes intestinaux dont je viens de parler sont très souvent, mais pas tout le temps, à la base de nombreux problèmes d'estomac. Pourquoi ? Parce que les dérèglements du système digestif et les intestins remontent dans l'estomac. C'est logique ce que je vous dis là. Ensuite, bien entendu, ça va créer des dysfonctionnements. Le fait que le foie soit impacté, ça peut créer de l'acidité qui va se reporter sur votre pH de l'estomac. Les problèmes intestinaux également perturbent le pH de votre corps et donc vous rendent en milieu acide au niveau de l'estomac. Et donc cet estomac-là a du mal à gérer toute cette acidité. Et dans l'acidité, qu'est-ce qui se passe ? Prolifèrent des germes. Eh oui. Dans l'acidité prolifère la candidose, dans l'acidité prolifèrent les cancers, et dans l'acidité prolifère ce qu'on appelle un germe stomacal qui s'appelle l'hélicobactère.
l'Helicobacter pylori, hein, qui est une bactérie qui se fixe dans la muqueuse gastrique et qui a une forme, vous savez, je ne sais plus comment c'est, enfin, c'est comme ça fait un peu comme un, voilà, ça fait comme un hélico, quoi. Et donc ça va se fixer sur votre paroi stomacale et c'est une merde parce qu'il y a plus de 50% des humains qui sont affectés par cette bactérie. C'est pas rien, hein. Et en plus, c'est une bactérie qui colonise et qui persiste, hein, dans l'estomac. Alors, il n'y a pas spécialement de remède chimique contre l'hélicobacter. Alors, on va vous donner tout un tas de saloperies chimiques, soi-disant pour vous guérir, mais ça ne guérit pas plus que... je vais pas faire de... Enfin bref, c'est très très rare de guérir de l'hélicobacter par les produits chimiques. C'est très rare. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on met des pansements pour étouffer la douleur et pour étouffer les symptômes, mais on n'enlève pas la cause. L'hélicobacter est planté dans votre estomac et il y reste. Par contre, sachez qu'en homéopathie, on peut l'enlever. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Moi, j'y croyais pas il y a 5-6 ans, hein, à ce que je vous dis. Mais sur le terrain, il y a des cas de personnes qui sont atteintes d'hélicobacter et qui ont été guéries par des thérapeutes que je connais et qui leur ont donné tout simplement les bonnes doses d'homéopathique au bon moment, et c'est là où il faut être très précis en diagnostic, je n'y reviendrai jamais assez, et qui ont été guéris de leur hélicobacter. Qu'est-ce que je peux dire de plus à ça? Alors, pour toutes les questions, bien entendu, d'ordre privé, ce qui concerne la santé, ça ne sera que en privé, sur mon VK ou sur mon Facebook. Sachez que Facebook, j'ai toujours cette page Jim Leveiller, je ne sais pas jusqu'à quand. Je suis déjà sur VK à Jim Leveiller. Je ne peux que vous conseiller de venir sur VK, parce que Facebook, aujourd'hui, tous les Américains se barrent, tous les Américains ferment leur page Twitter et Facebook, parce qu'ils se sont rendus compte que ce sont des officines de surveillance du NSA, et des services secrets. Donc, tirez-vous de Facebook. Moi, je ne vais pas tarder à fermer le mien. Sinon, pour les questions privées, Discord aussi. Vous pouvez aussi venir me demander de faire un chat live spécial sur Discord où on pourra se poser des questions et répondre en direct, avec plaisir. Je peux faire ça pour l'instant dimanche et lundi, mardi, mercredi, mais je risque de travailler bientôt, donc je pourrai peut-être plus ces jours-là, on se mettra d'accord. Et moi, je suis ouvert à tout pour vos questions, bien entendu, je suis à votre service. Sachez que c'est un service gratuit que je rends sur Internet, parce que ça fait partie des services que je veux rendre à l'humanité. Voilà. Donc, passez le mot à votre voisin, prenez soin de votre foie. Sachez que si vous êtes sous traitement chimique depuis longtemps, votre foie a besoin d'être nettoyé, parce que les problèmes de foie vont se reporter sur l'estomac, comme je viens de vous dire, en impactant le pH du corps, en libérant de l'acidité, et aussi les problèmes de foie vont aller créer tout un tas d'autres symptômes dans tout le corps, car le foie gère pas seulement les muscles, il gère aussi les fanères, et les yeux, la vue, etc. Beaucoup de domaines. Et le foie est un organe empereur en médecine chinoise, donc c'est vraiment un organe extrêmement important qui envoie son énergie aussi à la rate, n'oubliez pas, et que la rate est également un régulateur de l'énergie vitale qu'elle envoie au rein. Et la rate aussi, son organe atelier est aussi l'estomac et aussi le pancréas. N'oubliez pas, souvent vous me dites qu'il y a des problèmes de pancréas. Eh oui, comprenez pourquoi. Le pancréas est lié à la rate qui est liée au foie. Si vous prenez des produits chimiques et des médicaments depuis des décennies, posez-vous des questions. Est-ce que l'être humain a été créé pour avaler des produits chimiques toute sa vie? Je vous laisse répondre tout seul à cette question. Et je vous dis merci de m'avoir écouté. Et à très bientôt pour une autre capsule. Au revoir. Et à bientôt.